Dites-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut la famille, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. À mon avis, vous allez très certainement mieux que moi. J'étais prêt à venir vous faire un débrief explosif. J'étais prêt à venir. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Lamine Yamal, je t'aime. Et à la fin, 94e minute, but du Betis, égalisation. Ils ont éteint toute ma joie de vivre. On a pris de l'avance en championnat. On a reperdu cette avance. Le Real nous a redonné ce petit espoir en perdant à l'Athletic Bilbao. On revient aujourd'hui à Benito Villamarín pour aller reprendre un petit peu d'avance et on fait un match nul. En fait, je crois qu'il n'y a personne qui veut la gagner cette Liga. Bref, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de la composition d'équipe d'Hansi Flick. Aujourd'hui, on avait l'équipe classique. Rien à redire. Tous les titulaires à leur poste. Iñaki Peña, Jules Koundé à droite, Baldé à gauche, Inigo Koubarsi dans l'axe, Pedri Casado, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Aucune excuse. Lewandowski bien reposé, Dani Olmo bien reposé, Lamine Yamal, Rafinha, prêt à en découdre, Pedri Casado, vous savez très bien, quand il y a ce milieu, il n'y a pas d'excuse. On avait tout le monde. D'habitude, il y a peut-être des choses à redire sur les compos d'Hansi Flick. Bon, littéralement, j'avais rien à redire sur la compo. Vraiment rien. Tout était parfait. On se déplace. L'idéal en déplacement, c'est d'avoir la meilleure équipe possible. On sait que le Betis Séville, bien que ce soit une équipe qui, cette saison, n'est pas en très grande forme, ça reste le Betis Séville. Ils ont des joueurs de talent, ils ont des individualités capables de faire la différence. Ils ont Abdé, ils ont Vitor Roque, ils ont Timmy Avila. Aujourd'hui, comme par hasard, le retour de Monsieur Isco. Il ne pouvait pas revenir un autre jour. Bref, un déplacement chez eux, c'est jamais facile. Et au final, on l'a vu. Je suis un gros menteur si je vous dis que le Betis méritait de perdre. Au vu du match qu'ils font, ils nous obligent à avoir un grand Iñaki Peña. Ils nous mettent en difficulté à de nombreuses reprises. Pour moi, on méritait la victoire. Mais pour moi, ils ne méritaient pas de perdre. Donc le score, je vous dirais que c'est un score assez juste au vu du match. J'enlève tout mon côté barcelonais, je le mets de côté. Et je vous parle de moi. Le match, il était kiffant. Si vous regardez le Barça-Betis d'aujourd'hui, vous avez pris du plaisir, à coup sûr. Si vous supportez aucune des deux équipes, c'était un match de football. Ça allait dans tous les sens. On a eu de très belles actions. On a eu de très belles actions défensives. Voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des retournements de situation. On a mené au score 1-0. On s'est fait égaliser 1-1. Puis on a remené 2-1. Puis on s'est fait réégaliser 2-2 à la 94e. Ça avait tout d'un grand match de Liga. Donc rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Et parlons des joueurs, de leurs individualités. Parlons du meilleur joueur du match. Parlons du peut-être deuxième meilleur joueur du match. Mais pour moi, ça se discute. Iñaki Peña. Je vais commencer avec lui. Parce qu'on parle beaucoup trop peu de lui, beaucoup trop rarement de lui, et que j'aime être juste, j'aime pas l'injustice. Iñaki Peña, quand il est pas bon, faut dire les termes. On est tous, mais alors tous unanimes pour lui cracher dessus. On est tous à le critiquer, vous connaissez la fameuse phrase, un tir, un but, faut le vendre, faut le dégager, faut ceci, faut cela. Iñaki Peña aujourd'hui, c'est très certainement la raison principale, et peut-être même la seule et unique raison pour laquelle on perd pas. J'allais dire c'est lui qui nous empêche d'encaisser des buts. On en encaisse 2, mais c'est lui qui nous empêche d'encaisser plus de buts. Vous avez vu l'action où il fait une parade extraordinaire, je crois que c'est sur une frappe de Timmy Avila, si je dis pas de bêtises mais je peux me tromper. Un pétard, il le sort, il fait une parade, il a même choqué le commentateur. Donc Iñaki Peña, il faut dire les termes, cette saison, il fait une saison bien meilleure que celle de Ter Stegen, voilà, n'ayons pas peur de le dire. Il s'est adapté au système du piège du hors-jeu, il sort de sa cage, sur sa ligne il nous fait quand même pas mal d'arrêts. Donc franchement, je voulais lui rendre ce petit hommage avant de commencer la vidéo. Il mérite tout simplement. Il n'a jamais fait de bruit. Deuxième gardien, pas de déclaration. Toujours là, toujours à essayer d'être le meilleur possible, bien que ce ne soit pas toujours réussi. Il s'est fait énormément critiquer sur les réseaux, pas un mot plus haut que l'autre. En fait, c'est un mec exemplaire. Et tu as besoin d'avoir des mecs comme ça dans ton équipe. Une fois qu'on passe le gardien, on va parler de cette défense du jour. Baldé, Koundé, Koubarsi, Inigo. On commence par le pire, on commence par les meilleurs. On va commencer par les meilleurs. Inigo Koubarsi, aucune erreur, encore une fois, toujours. Je suis à court de mots, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je commence à me répéter, je crois que je manque de vocabulaire pour parler de leur performance. Alors oui, on encaisse 2 buts, forcément quand on encaisse des buts, la défense est responsable un minimum. Maintenant, Inigo Koubarsi, qu'est-ce que vous voulez que je leur reproche en fait? Ils font leur match, ils font leur relance, ils sont bons, ils commettent pas d'erreurs, ils font ce qu'ils peuvent. Que ce soit défensivement comme offensivement, ils font ce qu'ils peuvent.
Alors bien sûr, avec ce piège du hors-jeu, des fois, ils peuvent se retrouver à devoir courir après l'attaquant, mais globalement, je peux rien vous dire d'autre que ces joueurs-là sont littéralement nos joueurs les plus constants cette saison. Les plus constants. Je n'ai pas de tête, à part un match pour Inigo Martinez, un mauvais match de ces deux joueurs. C'est fou quand même. On a déjà dépassé la barre des 20 matchs, aucun mauvais match, c'est phénoménal. Maintenant, on va parler de Baldé et Koundé. Là, j'aurais beaucoup plus de choses à dire. Alors, la semaine dernière, j'avais noté beaucoup d'améliorations dans le jeu de Baldé. J'avais énormément aimé son côté défensif. Et même son côté offensif, j'avais souligné le fait qu'il fasse un peu plus de centre, en tout cas qu'il essaye. Aujourd'hui, Baldé est retombé dans ses travers. Aujourd'hui, Baldé, bien que ce soit pas forcément une mauvaise chose au moment où il les a tentés, mais je l'ai vu beaucoup repiquer dans l'axe, beaucoup moins monter. Bref, pour être très honnête avec vous, le match de Baldé, je ne dirais pas du tout que c'était un mauvais match, mais je ne peux pas vous dire que c'était un bon match. Et en toute franchise également, le match de Koundé, c'est pareil. Je l'ai vu déborder sur 2-3 actions, un petit peu en retard, légèrement en retard, mais quand tu pratiques ce piège du hors-jeu, tu n'as pas le droit d'être en retard. Tu ne peux pas te permettre d'être la SNCF. Si tu laisses une demi-seconde de retard, ou plutôt une demi-seconde d'avance à ton attaquant, t'es cuit. Et c'est arrivé à quelques reprises que Koundé passe un petit peu à travers son face-à-face, son duel, que une fois ou deux, il soit retrouvé débordé par l'attaquant, et voilà, il devait courir après lui, et j'ai pas aimé son match. Et je pense que Koundé, ces derniers temps, et même de la défense de manière globale, dans l'alignement défensif, dans ce piège du hors-jeu, ça devient de plus en plus compliqué. Alors la raison numéro 1, c'est la raison la plus évidente. Les équipes sont pas bêtes. Quand tu as une équipe qui pratique un tel système, tu l'étudies, tu le dissèques, et tu essaies de trouver la solution pour aller piquer là où ça fait mal. Donc forcément, tu te retrouves avec des défenseurs beaucoup plus exposés, puisqu'en face, ils ont des attaquants qui sont, je dirais pas habitués à ce système, mais qui jouent pour le faire déjouer. Et qui ont chaque match un peu plus de clés pour essayer de trouver une solution sur comment réussir à partir dans le dos de la défense. Donc je ne les blâmerai pas parce que c'est forcément compliqué, sans parler du fait que ce système demande 90 minutes de concentration. Et il demande chacune des secondes qui composent ces 90 minutes. Donc c'est un système hyper exigeant. Mais au bout d'un moment, c'est le système que le coach a décidé de mettre en place. Il est très risqué. Et les défenseurs paieront le prix de ce système quand ils seront moins bons. Aujourd'hui, ça a été le cas. Et aujourd'hui, on en encaisse 2. Ensuite, au milieu de terrain, Pedri Casado. Également, j'ai bien aimé leur match. Il n'y a pas eu de fulgurance. Ça manque un petit peu. On a eu des fulgurances de Pedri dans énormément de matchs. On a eu des fulgurances de Casado dans énormément de matchs. Bien que, de leur côté, on retrouve vraiment leur ADN. On a un milieu pérenne. On a un milieu serein. Que ce soit aussi bien techniquement que dans le volume de jeu. Ça récupère des ballons. Ça oriente. Ça fait tout ce que ça peut pour essayer de... Mais au bout d'un moment, ces deux joueurs-là, quand il n'y a pas ces petites fulgurances, parce que leur niveau moyen à Pedri et Casado, il est supérieur au niveau moyen de tous les milieux du monde. Ou quasiment. Voilà, parce que je sais qu'en commentaire, vous allez me dire, oui, mais il y a un tel, il y a McAllister, il y a Gravel. Je suis pas dans ce débat-là. Mais c'est juste pour vous dire que c'est deux joueurs qui sont à un tel niveau que quand ils sont moyens, ils restent des joueurs très bons. À partir du moment où ils font pas d'erreur. Ce qui n'a pas été leur cas aujourd'hui. Maintenant, quand ils sont pas dans un jour où ils sont extrêmement inspirés par la passe, où ils arrivent à casser des lignes, où ils s'interposent beaucoup dans l'interligne, dans le milieu adverse pour réussir à créer le surnombre, bah ça se ressent. Parce que quand tu as un Pedri, quand tu as un Casado et quand tu as les deux qui sont dans un grand jour, je peux vous dire que l'équipe en face, elle respire pas. L'équipe en face, elle voit pas le jour. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Le match nul n'est pas sur leurs épaules non plus. Ça arrive, mais ils font pas un mauvais match. Dani Olmo, qui sera sorti très tôt, qui aura payé le prix d'une dent. Pour ceux qui n'ont pas vu, Dani Olmo, aujourd'hui, il a perdu une dent. Nous, on a perdu 2 points, et lui, il a perdu une dent. Il nous fait honnêtement un très bon match. J'ai beaucoup aimé le match de Dani Olmo. J'ai honnêtement, pour être franc avec vous, pas compris la raison pour laquelle Hansi Flick l'a sorti aujourd'hui. Pour moi, Dani Olmo et Lewandowski, mais je reviendrai sur lui plus tard, ils ne doivent pas sortir aujourd'hui. Ils doivent rester dans le match. Surtout qu'au moment où ils sortent, il y a 1-1. Et ces deux joueurs, à tout moment, ils te sortent un éclair de génie offensif. De manière très différente, mais Dani Olmo, à tout moment, par la passe, par la frappe, par le dribble, il peut te créer le décalage, voir le but directement. Donc j'ai pas compris cette décision de sortir, mais encore une fois, Dani Olmo, toujours le choix d'aller vers l'avant. Toujours. Moi, j'ai pris du plaisir et je prendrai, je pense, dans ma vie, toujours du plaisir de voir un match de Dani Olmo au poste de numéro 10. Et on finit par l'attaque. Aujourd'hui, chose très bizarre, j'ai vu Rafinha sortir. Et je vous le disais la semaine dernière,
Je pense qu'il y a plein de joueurs dans cette équipe qui ont besoin de repos. Il y a plein de joueurs qui ont besoin qu'on les fasse souffler, d'être remplacés, parfois de ne pas être titulaire pour prendre aucun risque. Plein de joueurs sauf un. Rafinha. Rafinha ne doit pas sortir. Ce mec, c'est une machine. Alors je veux bien que c'est vrai, faut pas tirer sur la corde parce que je parle comme ça, mais le jour où il se blesse, je serai le premier à dire oui, mais il fallait faire attention à lui. Mais honnêtement, quand vous voyez son style de jeu, plus il joue, plus il monte en régime. Plus il monte en régime, plus il prend confiance en lui, plus il arrive à marquer, plus il arrive à stater, plus il est épanoui. Fallait pas le sortir. Fallait pas le sortir. Comme lui, comme Dani Olmo, comme Lewandowski. Ces trois joueurs n'auraient pas dû sortir. Ou en tout cas, à la rigueur, peut-être sortir Dani Olmo plus tard. Sortir peut-être Lewandowski en menant au score, je peux comprendre. Mais sortir ces joueurs-là sur un score de parité, non, non. Alors aujourd'hui, tout n'est pas acheté dans le coaching d'Hansi Flick. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes. Mais j'y reviendrai quand on parlera des remplaçants. Lamine Yamal, je le garde pour la fin. On va parler de Robert Lewandowski, buteur aujourd'hui. Honnêtement, Lewandowski, il n'a pas joué le match dernier. Il revient, il a faim, il marque, il fait du bien. J'ai aimé son match. C'était pas le meilleur de ses matchs. C'était vraiment loin d'être spectaculaire. Mais je l'ai vu faire du mal à la défense. User les défenses. Avoir de la présence dans la surface. Et moi, je lui en demande pas plus. C'est tout aussi simple. Je lui en demande pas plus. Je pense qu'il est sorti beaucoup trop tôt. Parce qu'un joueur comme Robert Lewandowski, frais, qui n'a pas joué le match précédent, il a des choses à t'apporter. Tu lui donnes un ballon dans la surface, sur une tête, sur un contrôle frappe, sur une frappe directe, sur une déviation. Il peut te faire gagner le match. Il peut te marquer ce but. Et Jérémy, ce qu'il veut dire, il peut te marquer ce penalty si nécessaire. Il a ça en lui. Et dans un match compliqué comme ça, moi, Lewandowski, je l'aurais laissé. Alors on revient à Lamine Yamal. Vous voyez, en fait, il était dégoûté à la fin du match. Moi, je souris parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent me donner tort sur le fait qu'on soit dépendant de Lamine Yamal. Mais vous savez quoi? Je serai jamais aussi content que d'avoir tort sur cette chose-là. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il réalise sa 10e passe décisive de la saison. Sa 10e. À 17 ans, il faut voir la passe. Il faut la voir, cette passe. Aujourd'hui, je pense pas être le seul. J'ai revu quelqu'un dans mon club sous une autre apparence. J'ai revu un petit numéro 10, tout droit venu d'Argentine. Vous voyez son slalom quand il part de la ligne? C'est le football. Et alors si on parle de sa passe, comment, de 1, il la voit avant même d'être capable de la réaliser à la perfection? C'est des passes pas normales. Et en fait, vous comprenez pourquoi ce joueur-là sera l'un des meilleurs joueurs au monde. Et pourquoi il l'est déjà. Mais pourquoi ce joueur-là sera l'un, et quand je dis sera l'un des meilleurs joueurs au monde, on parle bien évidemment de remporter des distinctions individuelles. Il est toujours dans le sens du jeu. Quand il faut dribbler, il dribble. Quand il faut tirer, il tire. Quand il faut passer, il passe. Il prend toujours la bonne décision. Il fait toujours le bon choix. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un moment où il y a une faute pas sifflée de l'arbitre. Il prend la haine. C'est ce que j'aime chez Lamine Yamal. Le caractère qu'il a, c'est ce qui fait de lui un être à part. C'est ce qui fait de lui un footballeur de qualité supérieure. Il a du caractère, c'est un mauvais joueur, il n'aime pas perdre. Et qu'est-ce qu'il fait quand il perd? Qu'est-ce qu'il fait quand il a la haine? Il prend le ballon et il va te faire la différence à lui tout seul. Il prend le Barça et il le met sur ses épaules à lui tout seul. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Le match était plus compliqué. L'arbitre lui a pas sifflé une faute. Et j'ai vu un changement immédiatement. Immédiatement. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez. J'ai dit, ils ont énervé mon petit frère. Ils ont énervé mon petit frère. Le Betis ne gagnera pas aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que la story d'après sur Snap, Lamine Yamal délivre cette passe. Et ça, c'est de ça qu'on a besoin au Barça. D'un joueur de caractère. Dans les moments difficiles, tu peux te tourner vers lui. Tu peux lui donner le ballon. Et vas-y, il va aller faire le boulot. Donc Lamine, t'as 17 ans, mon petit. Mon petit frère. Bon là, il est plus petit que mon petit frère, que mon autre petit frère et que ma petite sœur. C'est mon troisième petit frère. La tête haute. Le match que tu sors aujourd'hui, la tête haute. Sois pas triste. Ne sois pas triste. Donc on va parler des remplaçants rapidement également. De Jong, Gavi, Ferran. Pau Victor, pardon. On l'a pas énormément vu. Pau Victor, je vais pas dire grand chose. Je ne l'ai pas énormément vu, en même temps il n'est pas rentré dans des conditions optimales, c'est un peu compliqué, il rentre, on subit, voilà.
Va falloir qu'on parle de Gavi, c'est bien, il récupère du temps de jeu, des sensations. Pour l'instant, tous ces matchs sont vraiment très moyens, pour pas dire pas bons pour certains. Je vous l'ai déjà dit, il revient de blessure, c'est compliqué, je vais pas lui en tenir compte. Donc maintenant, il faut qu'on vienne au sujet qui fâche. On va commencer par Ferran Torres. Encore une fois, il rentre, il marque un but. Il était au bon endroit au bon moment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire comme si Lamine Yamal avait tout fait, comme si Ferran était nul. Mais aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire. Ferran Torres, il fait tout sauf une mauvaise entrée en jeu. Aujourd'hui, c'est lui qui donnait le but de la victoire, avant qu'on se fasse égaliser. Et je suis désolé, vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez au monde, mais pas son investissement, pas son implication sur le terrain. Il court comme un dératé en fin de match pour essayer de presser, de récupérer le ballon. Moi aujourd'hui, ceux qui critiquent Ferran Torres, vous êtes juste des haters. Vous avez le droit de le critiquer dans plein d'autres matchs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que je le peps un peu trop. Vous avez le droit, c'est vrai, je reste dans le train, tête à tort. Mais en tout cas, j'aime pas ceux qui critiquent Ferran, même quand je fais pas un mauvais match. Et ça ne s'applique pas que pour Ferran, ça s'applique pour tous les joueurs du Barça. Vous le savez, j'ai toujours eu ce même discours, que ce soit pour De Jong, pour Fati, pour Ferran, pour qui vous voulez. À part Gérard Martin, c'est le seul qui ne comprend pas pourquoi vous critiquez Ferran Torres aujourd'hui. Par contre, il faut qu'on parle de Frenkie de Jong. Ça fait plusieurs vidéos que je vous dis, les gars, il revient de blessure, il lui faut du temps pour s'adapter, il lui faut du temps pour retrouver des sensations, il lui faut du temps. Maintenant, la vraie réalité, c'est qu'il commence à avoir un minimum de temps de jeu dans les pattes. Alors oui, il n'est pas titulaire indiscutable. Oui, je sais que ça prend peut-être même plus de temps pour s'adapter à ça. Par contre, c'est pas parce qu'il provoque un penalty, bien que ça nous coûte peut-être le match, cette erreur grossière. D'ailleurs, Hansi Flick qui prend un carton rouge juste après cette erreur de la part de De Jong. Mais il faut commencer à redevenir critique de ses performances. Alors, je lui enlève rien de ce qu'il a pu faire au Barça, je lui enlève rien de toutes les qualités qu'il a. Maintenant, j'ai un souci. Je ne comprends pas comment De Jong n'arrive pas à s'épanouir dans ce système, qui était à la base le système dans lequel il a brillé à l'Ajax. Le double pivot est censé être le système qui le fera briller. Un 6 relayeur hybride qui peut monter, qui peut redescendre. C'est normalement un système qui doit mettre en valeur Frenkie de Jong plus que quiconque. Et c'est pas le cas. Alors bien sûr, je lui laisserai encore du temps. Mais on se retrouve dans une situation où je pense qu'il va vraiment pas bien dans sa tête, qu'il se sent vraiment pas bien, où il a été ultra critiqué médiatiquement sur son salaire. D'ailleurs, il a pris la parole pour dire que c'était faux, sur sa prolongation, sur son opération. Et je vois clairement que c'est pas dans ses pieds que ça va pas, c'est dans sa tête. Mais le réel souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Est-ce que le FC Barcelone doit prolonger De Jong? Est-ce que le FC Barcelone doit se séparer de De Jong cet hiver ou cet été? Est-ce que le FC Barcelone doit tout faire pour le garder? Et aujourd'hui, moi, le premier défenseur de Frenkie de Jong, j'en viens à me poser également cette question. Avec Gavi, avec Pedri, avec Casado, avec probablement le retour de Bernal la saison prochaine, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Est-ce que, avec la valeur qu'il a encore aujourd'hui, c'est pas plus intéressant de vendre De Jong et d'aller peut-être renforcer d'autres postes où on a plus de besoins qu'à ce poste où on est vraiment comblé par des joueurs de la Masia? Donc voilà, la question se pose. De Jong, comme je l'ai dit, je vais redevenir critique. Son match aujourd'hui, j'ai vraiment pas aimé. Son entrée en jeu, au-delà de provoquer le penalty, il a vraiment pas apporté grand-chose. Et je retrouve plus le De Jong que je retrouvais il y a 2 ans, 3 ans. Ce qu'il a apporté offensivement, par la passe, casser des lignes en portant la balle, c'est quelque chose qui fait quasiment plus. À part un match ou deux cette saison, je l'ai vu avec le sourire, je le vois même plus avec le sourire. En fait, j'ai de la peine pour lui. Parce que c'est pas juste, il est pas bon. C'est surtout, je le vois pas heureux. Et à la fin, le Barça en paye les pots cassés, et lui aussi, il en paye les pots cassés. Donc c'est une histoire où tout le monde est perdant. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, est-ce que le Barça doit se séparer de De Jong ou pas? Ou est-ce qu'ils doivent essayer de le prolonger juste pour le revendre? J'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je suis un petit peu dans le flou pour l'instant. J'attends la fin de la saison pour juger, qu'il ait un peu plus de matchs dans les pattes, en espérant qu'il ne se blesse pas. Donc Hansi Flick a pris un rouge également, vous l'avez vu. Bon, voilà, on va pas en faire un drame. Voilà, il a fait une petite chavie aujourd'hui. Ça arrive à tous les coachs. Puis visiblement, de ce que j'ai vu, il a rien fait de ouf. C'était un petit peu sévère de la part des arbitres. Donc, le prochain match, il sera pas là. Il va falloir faire sans lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on perd des points. Comme je vous l'ai dit, le Barça a 38 points, le Real a 33 et l'Atlético a 32. En sachant que le Real et l'Atlético ont 2 matchs de retard, si le Real et l'Atlético remportent leurs 2 prochains matchs, le Real pourrait prendre 1 point d'avance sur le Barça et passer premier de Liga, et l'Atlético pourrait nous égaler au classement. Donc c'est vraiment pas ouf. Il va falloir se ressaisir. Il va falloir réfléchir à peut-être une recrue. Si possible cet hiver, ça pourrait être cool. Un poste dédié, un joueur libre, pourquoi pas. Il va falloir surtout reprendre ce rythme où on tue les matchs 3, 4,
5 buts. Il va falloir retrouver cette dynamique. Moi, j'ai aucune crainte. Je compte sur Flick, je compte sur nos joueurs et j'ai 100% confiance en eux. Donc voilà les gars, le débrief il est fini. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, on essaye de s'améliorer de jour en jour. On essaye de vous faire kiffer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous connaissez la musique, pensez à vous abonner. Pensez à mettre la cloche, comme ça dès que la vidéo elle sort, vous avez direct la notif. Vous mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça fait plaisir pour le référencement. Et encore merci une fois à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui partagent. Vraiment les gars, vous savez très bien, je serais rien sans vous. Tout ça, je le fais pour vous. Non, je rigole, je le fais pour moi. Bref, faites attention à vous les gars. Prenez soin de vos familles. C'est bientôt les fêtes, c'est bientôt les vacances. On va pouvoir kiffer ensemble. Et je vous dis surtout, jusqu'à ça.